You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Au micro, Cristina Rosati, de l'autre côté de la vitre, je salue notre Sarah que je vous ai déjà présentée la semaine dernière, stagiaire au comité des familles. Bonjour Sarah. Bonjour Christina et bonjour aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Au plaisir de te retrouver ici à l'antenne, merci. Et aujourd'hui, on a notre Joël que vous connaissez aussi, Joël Vermont, et on l'a au téléphone. Bonjour Joël, ça va ? Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour Christina, bonjour Sarah, j'espère que tout le monde va bien, oui, fidèle au poste, comme on dit. Merci beaucoup pour ta présence. Au sommaire, cette semaine, nous parlerons des vieillissements et VIH, un sujet qu'on a déjà affronté à l'antenne, mais qui nécessite cycliquement un retour, une mise au point, vu les avancées scientifiques, l'évolution des analyses sociales. Passerons ensuite aux annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des familles. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler des vieillissements et VIH. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Agnès Villemont, responsable du VIH et du programme d'éducation thérapeutique du patient à l'hôpital Beaujon de Clichy. Bonjour, docteur Villemont. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Merci d'être venu, d'avoir répondu favorablement. Et merci aussi pour leur présence à Sarah Yvonne, étudiante en sociologie. Bonjour Sarah. Bonjour. Et à la directrice du master de Sarah, la sociologue Aude Béliard. Bonjour Aude. Bonjour. Bienvenue en plateau. Pourquoi ces trois personnes aujourd'hui, en fait, elles sont un peu liées tous par la même chose, c'est-à-dire le macérin de Sarah. C'est bien ça, vous êtes connus dans cette occasion. Parce que Sarah, elle a validé, je pense, son macérin. Et le titre, c'était « Vieillir avec les VIH du vécu biologique au vécu biographique ». Moi, je vais déjà commencer par ce titre, c'est intitulé, parce que le vécu biologique et biographique, il peut être le même. Mais si vous dites comme ça, peut-être ce n'est pas la même chose. Je vous laisse un peu introduire votre travail. Je pense que le titre suggérait un déplacement du regard strictement médical, c'est-à-dire qu'un vécu biologique, par exemple un désordre biologique, avoir une maladie, a eu un impact sur la vie sociale. Donc le vécu biographique est à la fois lié au vécu biologique, mais en même temps ça ne relève pas vraiment des mêmes choses. Mais pourquoi le choix de travailler sur les VIH? Pour vous, c'était quelque chose de nouveau? Oui, c'était quelque chose de totalement nouveau. C'était dans un contexte de stage au Corévi. Donc oui, c'était un Alors, sujet... les Corévi, pour nos auditeurs, ils entendent souvent parler de Corévi. Du coup, c'est des... comment on peut définir un Corévi? C'est une organisation territoriale sous les VIH. Je laisse les docteurs nous dire mieux. Le Corévi, toute la France est divisée en différents Corévi qui regroupent finalement toutes les structures d'une région ou par affinité de travail. Toutes les structures qui prennent en charge le VIH d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan associatif, sur le plan biologique, etc. Donc nous, on fait partie, moi, je fais partie du Corévi Île-de-France Nord,
qui regroupe les hôpitaux, entre autres, Beaujon, Bichat, Louis Mourier, Pontoise. Et donc, ce qui était intéressant, c'était... Donc moi, je fais partie de la commission prise en charge du Corévi. Et on était intéressé avec Laurent Blum, qui est médecin à Pontoise, justement d'aborder ce côté sociologique plus que médical ou biologique des personnes vieillissantes, puisque c'est une réalité actuellement. Et Aude, vous, en tant que directrice du master, pour vous, c'était aussi complètement nouveau, le sujet VIH? Oui, pour moi, c'était un sujet nouveau. J'avais travaillé aussi sur des questions de vieillissement, mais plutôt autour de la maladie d'Alzheimer, donc un domaine différent. Et l'année dernière, on a été contactés en fait par Laurent Blum et Agnès Villemont, qui souhaitaient donc lancer cette étude et qui proposaient en fait un stage de master. Donc on a relayé auprès des étudiants de notre master, et puis on a eu la chance que Sarah soit intéressée pour travailler sur le sujet. Exactement. Merci Sarah d'avoir fait ce beau travail, parce que ça quand même, c'est déjà un bon travail avec beaucoup de questions qui ont été posées lors de ce master. D'ailleurs, je voudrais que vous nous parlez un peu de tous les questionnements que vous avez eus préalablement. La question, c'était de savoir s'il y avait une spécificité au vieillissement avec le VIH. Et la file active du Corévi ayant 49% de personnes d'origine subsaharienne, il y avait aussi la dimension du parcours migratoire. Donc c'était l'occasion de questionner le vécu d'une personne ayant une trajectoire migratoire avec le VIH. Et oui, justement, la population, disons, cible de ce travail, c'était surtout une population d'Afrique subsaharienne. Oui, on a rencontré 16 personnes originaires d'Afrique subsaharienne sur 32 personnes en tout et pour tout au cours de l'étude. Et c'est quoi du coup la méthode que vous avez utilisée? Parce que je crois d'avoir compris qu'aussi Aude, vous avez participé aux interviews en fait des personnes. Oui, c'est une méthode qualitative, donc d'entretien. On a rencontré des personnes pour des entretiens qui ont duré entre 45 minutes et 1h30, ou peut-être un petit peu plus. Et c'est vraiment pas l'idée de faire un questionnaire et d'avoir quelque chose de représentatif. C'est plutôt de rencontrer des personnes et d'approfondir leur situation. Donc plutôt des études de cas, une méthode compréhensible. Et vous, Dr Villemont, du coup, cette demande faite aux sociologues de faire ce travail, c'était pour un but précis? Vous voulez en faire quoi maintenant? Alors, on n'a pas fini de travailler dessus, ça c'est sûr. L'intérêt initial, c'est qu'en fait, on a beaucoup de données diverses et variées sur le vieillissement en termes de biologie, en termes de comorbidité, donc des maladies qui se rajoutent avec l'âge, aussi bien chez les personnes tout venant que dans la population générale que dans la population vivant avec le VIH. Et que finalement, on n'avait pas beaucoup d'études donc, de type sociologique qui permettent de savoir ce que les gens pensaient vraiment, donc plutôt du côté du patient et non pas purement médical. Donc c'est ça qui nous intéressait et je pense que ça n'a pas beaucoup été fait. Ça a été fait un petit peu, il y a une étude qui a été faite je crois en 2013, mais qui portait essentiellement sur une population peut-être caucasienne, en tout cas c'était par des questionnaires, et donc toute la population migrante n'est pas forcément touchée par ce type d'enquête. Et donc ça c'était surtout intéressant parce qu'on est dans un Corévi justement où il y a une population migrante d'Afrique subsaharienne, de Maghrébins, qui est quand même prédominante par rapport à d'autres centres de Corévi. Et donc c'était intéressant de pouvoir leur donner la parole, quoi. Alors, on a un peu du coup introduit un peu le discours. Joël, est-ce que tu as déjà une première réaction aux choses que tu as entendues? Déjà, je tenais à vous saluer, donc docteur, madame la sociologue et puis Sarah, par rapport au travail que vous avez déjà fait, parce que c'est déjà un sujet qui nous touche en tant que personne concernée, mais aussi qui permet aussi de montrer
que cette maladie n'est pas totalement anodine et qu'elle a beaucoup de conséquences aussi bien sur la vie de tous les jours que sur la survie de nos existences. Voilà, et je trouve que c'est très important de pouvoir un peu mixer les parcours de tout le monde parce que chacun a sa trajectoire. Moi, je le sais par rapport à mon vécu particulier où j'ai connu moi la phase finale de la maladie et où j'ai connu très tôt les maladies annexes qui arrivent normalement beaucoup plus tardivement vers les 50 ou 60 ans. Et c'est vrai que c'est compliqué à pouvoir encore maintenant, c'est encore compliqué de faire comprendre ou alors d'expliquer tout simplement. Je vais vous donner un exemple qui sera plus clair que mes explications un peu difficiles en ce matin. C'est tout simplement, j'ai changé de département, donc nouveau médecin traitant, et automatiquement je suis avec ma valise thérapeutique, excusez-moi du terme, mon passé médical, et ça a jeté une sorte d'interrogation, et ça continue à en jeter lorsque je demande des examens complémentaires, par exemple, sur le suivi par exemple, des problèmes de cœur ou des problèmes de vessie ou des choses comme ça. Et je trouve que le travail est très important et qu'il soit diffusé. Et ça reste malgré tout un grand chantier parce qu'on n'est pas encore au bout de toutes les surprises liées à cette maladie et ni au croisement avec les traitements, mais il y a beaucoup de choses encore à mettre en avant. Oui, et j'imagine que les docteurs Vimont, vous, en tant que responsable VIH à l'hôpital, la question du vieillissement, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à rencontrer depuis quelques années, parce que c'est seulement maintenant qu'on peut parler des personnes qui vivent avec les VIH qui commencent à vieillir avec les VIH, et ça, c'est quelque chose de positif déjà. Et ça, c'est sûr que, et Sarah l'a bien montré dans les questionnaires, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui disent je ne pensais pas en arriver là, quoi. Donc ça, c'est quand même, ça fait partie des problématiques d'ailleurs de cette maladie-là. Des gens qui n'ont pas du tout anticipé le fait qu'ils pouvaient vivre, parce que c'était pas la réalité à l'époque où ils ont été dépistés, et donc ils ne faisaient plus de projets. Et donc ça, c'est un impact maintenant. Mais sur le plan purement médical, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui atteignent les plus de 50 ans, plus de 60 ans, avec leurs propres maladies qui sont liées à l'âge. Et moi, je suis assez étonnée quand même de voir une étude assez récente qui a été faite à partir des données d'un certain nombre de patients dans un logiciel qui s'appelle NADIS, qui est le logiciel de suivi des patients séropositifs dans plusieurs hôpitaux en France. Où finalement les personnes de plus de 50 ans dépistées récemment ont finalement un pourcentage de comorbidité, c'est-à-dire de maladies associées, qui est plus importante que les personnes de plus de 50 ans qui ont été dépistées tardivement. Et alors il n'y a pas d'explication qui est donnée à ça dans le papier que j'ai lu, mais moi je pense quand même que les personnes séropositives depuis longtemps ont aussi appris elles-mêmes à se prendre en charge. Et c'est le but un petit peu de ce qu'on souhaite par l'éducation thérapeutique, par exemple. Et c'est ce que dit Joël, là, effectivement, c'est qu'il est demandeur d'examen, d'un suivi, etc., parce qu'il connaît déjà sa pathologie, il connaît éventuellement les conséquences que ça peut avoir, alors qu'il y a beaucoup de milieux médicaux qui ne rencontrent pas beaucoup de VIH, qui n'ont pas cette action... cette recherche proactive de la maladie, l'anticipation. Et donc ça, je pense que c'est ce qui fait dire aussi à certains patients non, mon médecin traitant, il n'y connaît rien, et dès que je demande un truc, il ne sait pas ou il ne veut pas, ou alors au contraire, il est paniqué pour le moindre chose. Ça, c'est important de pouvoir, peut-être en tant que médecin aussi, prendre en compte un peu plus la demande des patients et la connaissance des patients. C'est très intéressant. Je ne sais pas, Joël, si tu veux déjà rebondir, parce que je t'entends, je te vois presque. C'est tout à fait, je serai à côté du docteur, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est vrai que de l'antériorité de la pathologie depuis 92 et de tous les événements qui se sont passés, c'est vrai qu'on apprend à vivre avec, et on apprend aussi à anticiper, à être proactif par rapport à ce qui peut arriver. Et notamment, dernièrement, j'ai justement, pour la petite histoire, j'ai fait une aparté sur une chaîne télé pour
notamment par rapport au Covid. On a fait le parallèle et en fin de compte, on a beaucoup d'examens qui ont été retardés, voire annulés. Je vous donne juste un exemple, mon suivi cardiaque qui n'a pas été fait depuis plus d'1 an. Et je suis même pas sûr d'avoir mon rendez-vous là bientôt. Vous voyez, alors tout ça vient se mélanger au climat un peu anxiogène, mais le fait de comprendre et de se connaître par rapport à ses limites, par rapport à ces signes aussi que lancent les différentes pathologies, ça nous permet aussi de pouvoir, justement, comme vous l'avez dit, alerter, et puis même, quelque part, comme on le faisait auparavant, entre guillemets, éduquer aussi le médecin, en lui disant, mais écoutez, ça serait peut-être bien que vous allez vous renseigner sur telle ou telle chose, parce que ça peut aussi avoir des effets positifs sur l'accompagnement et puis même sur peut-être d'autres patients que vous connaissez. Moi, je sais que je lui ai dit, franchement, je lui ai dit, écoutez, si un jour vous avez un souci à mon médecin traitant, je lui ai dit, vous m'appelez et puis je ne dirais pas que je trouverai la solution, mais j'essaie d'aider la personne pour qu'elle puisse être orientée, soit sur une structure associative ou médico-sociale. Parce qu'elle est perdue. Et pour revenir à cette étude que vous avez faite, Sarah et Aude, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous avez envie de nous les expliquer, nous raconter à l'antenne? Pour faire suite à ce qui est en train de se dire, c'est vrai qu'on remarquait... les personnes qu'on a rencontrées avaient été diagnostiquées pour la plupart dans les années 90 et on remarquait qu'elles avaient développé une grande surveillance du corps et une intériorisation des recommandations médicales, c'est-à-dire elles disaient qu'il fallait pas trop boire, pas trop sortir, et que ça avait aussi un effet sur leur vie sociale, notamment amicale et affective. Donc ça, c'était une donnée qui était intéressante aussi pour faire suite à ce qui est en train de se dire. Aude? Oui, c'est une expérience c'est une maladie chronique qui, quand elle est stabilisée, n'est pas présente forcément à l'esprit au quotidien, tous les jours. Certaines personnes disent, voilà, je vais bien, je suis pas forcément malade dans mon expérience. Et en même temps, au quotidien, c'est présent à travers différents aspects, notamment aussi à travers la vie sexuelle. Les personnes ont pu aborder ce sujet-là et on a pu se rendre compte que pour certaines, en fait, c'était très présent. Et par exemple, certaines personnes n'avaient pas de relation sexuelle en lien avec leur VIH, peut-être alors même que c'était possible ou que ça n'aurait pas eu d'impact, mais en fait, une expérience marquée quand même par le VIH à ce niveau-là. Et selon cette enquête et surtout les personnes que vous avez interviewées, on a dit tout à l'heure qu'au Corévi Nord, notamment l'hôpital Bichat de Paris, je pense que c'était un peu le centre de le lieu, non, peut-être je me trompe, voilà, mais non, c'était pas l'hôpital Bichat, mais bon, c'était le Corévi Nord, et du coup, un public d'origine d'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous avez pu remarquer du coup des spécificités du vieillissement par rapport à cette population? Je pose la question à vous, mais aussi au docteur Villemin, qui va avoir sûrement les reculs par rapport aux autres populations. Pour répondre rapidement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence. J'ai pas en tête d'études, mais mon expérience personnelle me fait pas dire qu'il y a des évolutions particulières sur le plan médical, biologique. Il y a des petites différences, bien sûr. Parce qu'il y a des prédispositions ethniques. Mais non, je veux dire, le fait d'avoir visé cette population, c'était pas un objectif du master? L'objectif, c'était effectivement de voir s'il y avait une différence et une particularité surtout de ces populations-là. Sur le plan sociologique, je pense que c'est apparu quand même. Mais voilà, sur le plan purement médical, il n'y a pas de différence. Bien c'était sûr. Vraiment sur le plan, dans le cadre de cette étude que c'était intéressant. Et du coup? Oui, c'était intéressant du coup de mettre l'accent sur les représentations sociales qui sont associées à cette maladie, l'image, toutes les connotations en fait qui peuvent être associées et du coup qui ont un effet sur la manière dont les gens la vivent. Et ça, pour le coup, Sarah pourra peut-être préciser, mais les personnes évoquaient, le VIH, son image dans mon pays d'origine, c'est des représentations négatives, des jugements qui pouvaient avoir un effet, ou bien c'est associé à une maladie dont on
qui est grave et dont on meurt rapidement, alors qu'avec une prise en charge, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, ça peut avoir un effet sur la manière dont on choisit d'en parler ou pas autour de soi, dont on vit en fait le VIH. Oui, il y avait une différence de représentation, c'est-à-dire que pour les personnes originaires de France ou plus largement d'Europe, il y avait, ce qui était évoqué en premier lieu, c'était l'homosexualité, les représentations liées à l'homosexualité. Alors que pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, c'était surtout les pratiques multipartenaires qui étaient mises en lien. Donc même si c'est des pratiques sexuelles moralement prohibées dans les deux cas, c'était intéressant de voir que c'est pas les mêmes représentations qui sont liées à l'infection au VIH. Et puis il y avait une spécificité forcément du vécu, de l'insertion du diagnostic dans un parcours migratoire. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'était diagnostiqué à l'arrivée en France. Et comme c'était considéré comme une maladie létale, ça a entravé la constitution d'un univers amical. Voilà, comme l'a dit Agnès Villemont tout à l'heure, il n'y avait pas de projet. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les personnes qui étaient déjà insérées dans la société au moment de leur diagnostic. Est-ce que vous avez eu des réponses facilement? C'est-à-dire ces personnes, elles ont été introduites par l'Ecorevi. Comment ça s'est passé concrètement en fait? Alors, en pratique, on a proposé, donc en fait il y a 4 hôpitaux qui ont participé, donc Beaujon, Pontoise, Bichat et l'hôpital de La Fontaine avec le docteur Marie-Aude Kuong. Et donc chaque médecin proposait à ses propres patients de participer. Je crois qu'à peu près partout, il y a eu une grande facilité à recruter des gens. Et mon impression personnelle, c'est que finalement, les personnes étaient très intéressées pour participer parce qu'elles avaient le sentiment d'apporter quelque chose. C'est comme ça qu'on leur présentait d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas comme un protocole de traitement où on dit aux gens, voilà, vous allez tester un nouveau médicament et on pourra en sortir des choses, certes, mais on vous impose tout un processus particulier. Voilà. Là, c'était vraiment leur donner la parole sur des sujets que certaines personnes n'avaient jamais abordés, ni avec leur médecin, ni avec d'autres personnes d'ailleurs, et étaient très intéressées. Donc je pense qu'on n'a pas eu de problème de recrutement. Les entretiens étaient des moments partagés et intéressants. Et puis, oui, je crois qu'au départ, on avait prévu des créneaux d'1 heure et puis qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à dire et qu'il fallait bien compter 1h30 entre chaque entretien. Et Joël, est-ce que tu as des réactions? C'est très important ce que vous venez de transmettre comme information. C'est que moi, c'est vrai que de notre parcours, du fait d'être associatif, on est souvent, on va être souvent pas sollicité, mais on va souvent répondre très rapidement aux enquêtes ou aux choses comme celle-là. Mais d'avoir comment on peut l'exprimer, d'avoir anticipé, d'avoir créé ce lien qui puisse exister entre un suivi médical et la possibilité d'en parler. Je trouve que ça valorise énormément la personne et je pense que si vous avez eu autant de retours, c'est que vous avez su y mettre beaucoup de chaleur et d'autres choses qui ont fait que la parole a pu se libérer et vous a apporté cette masse d'informations qui est souvent très difficile à avoir du fait de nos différences de sociologiques ou même d'orientation sexuelle et ou sociale. Et je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir d'avoir su casser cette glace, enfin moi j'appelle ça cette glace un peu transparente, qui quelquefois moi je l'ai rencontré des fois avec des patients en salle d'attente où des patients aimeraient bien faire ce que nous faisons, c'est-à-dire dans l'associatif, mais n'ont jamais eu la possibilité ou on n'a jamais eu peut-être eu le courage de leur demander et d'avoir fait cela, c'est une très bonne chose parce que ça apporte énormément autant sociologiquement que humainement et pour les personnes ça fait un bien fou quoi. Ça fait un bien fou je pense. Et comme il disait le docteur tout à l'heure, c'était aussi dans une démarche d'éducation thérapeutique du patient. Tout à fait, oui, en plus. Et puis derrière, ça permet de... Alors, le terme éduquer le patient, c'est très important. Et ça permet de prendre en compte de l'importance
que l'on porte justement vers ces nouveaux traitements, vers tous ces améliorations. Et c'est vrai que en début de parcours, c'est souvent très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se télescopent. Et d'avoir su mettre ça en place, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et il faut continuer parce que même si on est encore on a beaucoup d'améliorations, on se rend compte qu'hélas les contaminations sont toujours là. Et ça ça reste encore problématique. Mais vous faites un super travail sur des hôpitaux qui sont pas toujours très faciles à vivre. Du fait de l'environnement ou autre, et ça je voulais vous tirer mon chapeau par rapport à cela. Merci Joël. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce qu'effectivement dans les entretiens individuels, même si on n'a pas fait de tri spécialement, c'est essentiellement des gens qui ne participent pas au mouvement associatif, qui n'ont pas de lien avec les associations, et donc c'est pour ça qu'on a une deuxième partie qui n'a pas pu se faire l'année dernière à cause du Covid, qui est des focus group au sein de certaines associations de patients. Donc c'est vraiment un deuxième volet. Je pense qu'il y a des choses différentes qui peuvent en être tirées. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que le travail n'était pas fini. Ah oui, tout à fait, il n'est pas fini. Enfin... Même aussi de votre côté, Sarah et Aude, vous continuerez le travail ? Oui, partiellement dans un sens parce que ça ne donnera pas lieu à un mémoire comme celui-là, mais on a organisé les focus group, on les organise actuellement, et il y a aussi l'idée d'un questionnaire médecin-patient qui fait son chemin. Voilà, ce sera le deuxième travail pour nous, parce que Aude, Sarah, elle est plus en master avec nous, donc elle peut pas donner trop de son temps. Mais les focus group qui étaient déjà prévus, faire des entretiens focus group dans 4 associations de patients, ça va être fait là en automne. Et puis de notre côté, nous, au niveau de la commission, on veut effectivement établir à partir de ces données-là un questionnaire qui pourrait être distribué à grande échelle, donc plutôt quantitatif, à grande échelle auprès des patients du Corévi, et probablement aussi auprès des médecins. Après, c'est des questionnaires qu'il faut qu'on travaille sur quelles sont les notions intéressantes qu'on aimerait faire ressortir. Et pourquoi pas, après ces questionnaires-là, pourquoi pas, si on voit qu'il y a un besoin, mais je pense qu'il y en a un, c'est pourquoi pas éditer des recommandations, ou en tout cas une aide à la prise en charge de ces personnes vieillissantes avec le VIH. Oui, du coup, on va revenir aussi sur ça. Du coup, je me disais que le Covid-19, bien sûr, avait un peu bouleversé votre travail. Du coup, il y a des choses, si j'ai bien compris, qui n'ont pas été faites, mais qui vont être reprises. Mais aussi, il y a un chemin d'une étude, d'une réflexion qui était précédente, ce mémoire qui va continuer. Oui, c'est ça. C'était une première partie qui était intéressante sur le plan sociologique et on aimerait... tirer parti de ça, de ces données-là, de ces informations-là, pour faire plus une étude quantitative auprès de l'ensemble du Corévi. Oui, le fait d'avoir donné la parole aux patients permet d'identifier les thèmes qui sont intéressants à traiter dans un questionnaire, et puis aussi de formuler les questions de manière compréhensible, efficace, en vue d'une étude par questionnaire plus large. Et par rapport aux recommandations qui peuvent être écrites, qui pourraient sortir de ce travail, c'est quelque chose dont on sent fortement le manque en fait. Il n'y en a pas. Moi, je me rappelle l'année dernière, il y a eu un colloque ici à Paris organisé par notre association partenaire Action Traitement sur les vieillissements, où il y avait un gériatre qui était invité, où ils invitaient justement aussi les associations qui reçoivent des patients à détecter des petits signaux pour commencer à prendre en charge les vieillissements, parce qu'il y a aussi ça, l'idée que les personnes se fassent prendre en charge par rapport au vieillissement. Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la prise en charge médicale, biologique, les comorbidités, les traitements, les interactions thérapeutiques, tout ça c'est beaucoup fait. Je pense qu'effectivement, ce qui peut être plus spécifique de notre travail ici, c'est, je ne sais pas comment dire ça vraiment, mais prendre en charge ce que ressent le patient, ses questionnements,
les retours au pays ou pas, tout ça, personne n'a vraiment travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on propose à un patient? Par exemple, nous, on a pas mal à Beaujon de patients maghrébins qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui aimeraient bien retourner au pays ou qui retournent déjà, qui ont mis en place par eux-mêmes un fonctionnement, par relation spécifique avec leur pharmacie, où ils obtiennent de partir avec 6 mois de traitement et ils reviennent tous les 6 mois. Bon. Mais il y a après des problèmes de prise en charge par la sécurité sociale. Est-ce qu'ils continuent à être pris en charge ou pas? Toutes ces problématiques-là n'ont pas vraiment été étudiées et finalement on se débrouille chacun avec ce qu'on sait ou ce qu'on a, avec les assistantes sociales par-ci par-là, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien de global qui a été fait sur quelles sont les problématiques qui vont se poser, pas sur le plan médical, parce que ça c'est beaucoup fait, mais sur le plan personnel, social, sur le plan moral aussi. Joël, tu nous confirmes ça aussi de ton côté en tant que patient? Tu sens que pas beaucoup a encore été fait? Disons, oui, il y a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que la maladie est encore, entre guillemets, relativement jeune. Et il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup à apprendre. Mais c'est vrai que notamment sur, moi je me pose beaucoup de questions pour l'entrée à la retraite, par rapport au travail, par rapport à beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, docteur, en début d'entretien, c'est qu'en fin de compte, au tout début, on n'avait aucun projet. On se disait, de toute façon, on va aller le plus loin possible. Tant mieux, on a franchi les barrières, et puis là, on n'a rien de prévu. On est souvent très précaire. Je le cache pas de le dire, c'est très compliqué. Et on est souvent blacklisté du système parce qu'on nous considère comme... je vais utiliser un mot fort peut-être, hein, c'est un peu ce que je ressens des fois, c'est qu'on est un peu Enfin, on nous a sauvé la vie et en fin de compte on a un traitement qui fonctionne, qui est pris en charge, enfin voilà. Vous voyez, c'est cette vision-là qui est souvent reprise, c'est-à-dire que grosso modo, il ne faut pas trop en demander parce qu'en fin de compte on a une prise en charge qui est quand même globalisée, et heureusement, mais qui coûte un tout petit peu cher un peu à la communauté aussi, et c'est... Bon, voilà, moi, les derniers entretiens que j'ai pu avoir avec le service social, c'est un peu ce qu'on m'a fait comprendre, quoi, dans le sens où, écoutez, pour l'instant, c'est pas dans les lignes de crédit, quoi. Et ça fait très mal parce qu'en fin de compte, on se sent très vite abandonné et puis il y a un décrochage en fin de compte qui se fait. Et ça, c'est problématique quand quelqu'un n'a pas un pied avec des amis ou des proches qui sont, je ne vais pas dire pas spécifiquement dans le milieu associatif, mais dans le milieu de l'accompagnement. Cette personne-là peut très vite décrocher en se disant de toute façon qu'est-ce qui me reste à espérer pour la suite? Pas grand-chose. Vous voyez, et alors peut-être c'est peut-être lié aussi au Covid, il y a beaucoup de choses qui se télescopent en ce moment, mais c'est un peu le laisser pour compte, quoi. C'est un peu ce qu'on a quelquefois en retour. C'est problématique. C'est problématique, donc c'est vrai que c'est important de le refaire ressortir, notamment pour les populations migrantes aussi, qui vont être sur le questionnement de quid après, quoi. Et le quid, on l'a toujours, même en étant en situation stabilisée comme actuellement, quoi. Moi, j'ai été frappée là par cet arrêt des projets. En fait, on a bien connu ça dans la population homosexuelle qui était la population majoritairement concernée par le VIH dans les années 80-90. Et quand les premières trithérapies efficaces sont apparues en 96, on a connu ça très bien, des gens qui étaient complètement effondrés parce qu'ils ne pensaient pas vivre longtemps et qui se retrouvaient complètement démunis, sans aucun projet, en ayant tout abandonné. Donc ça, on a très bien connu ça. Et finalement, moi, j'ai découvert avec... les entretiens, une femme, je crois, qui raconte ça très bien sur le fait que même si elle est arrivée après les années 95 où on avait déjà des traitements, donc on pouvait déjà lui dire vous allez vivre longtemps, elle avait elle aussi reçu ça comme un arrêt de mort, quoi, finalement, et avait abandonné tous les projets. Et ces projets de faire construire en Afrique une maison, elle ne l'avait pas fait et elle le regrettait maintenant. Donc je pense qu'effectivement ça on l'oublie, nous, en tant que médecin ou personne extérieure à la maladie. On oublie ou on ne sait pas qu'effectivement il y a ce même problème pour tout le monde, où il peut y avoir ce même problème pour tout le monde, même des gens dépistés maintenant.
à une date à une époque où les gens vont vivre longtemps et probablement avec en moyenne une espérance de vie équivalente à tout le monde. Alors, on va vers la fin de cette partie dédiée au vieillissement. Joël, je te laisse réagir et peut-être conclure ton intervention, ta participation à l'émission d'aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, très, très rapide, c'est vraiment que cette cohésion qui existait, et heureusement elle existe toujours, la preuve en est par votre venue et votre travail actuel, et puis aussi par rapport aux travaux que font les étudiants aussi et les chefs de thèse, les responsables de thèse, pardon, c'est qu'en fin de compte qu'on puisse conserver ou retrouver cette cohésion. Cette cohésion qu'il y avait par rapport à la prise en charge, ce qu'on appelle la prise en charge générale du VIH, et je pense qu'on a l'exemple avec tout ce que vous avez pu mettre en place, et ça serait un exemple à suivre, je dirais. Merci Joël. On a besoin même en tant que patient consolidé, si je peux me permettre du terme, ou stable, plutôt stabilisé plutôt. Voilà, on a besoin de cela parce que c'est tellement important, parce qu'il y a tellement de choses à apporter à l'édifice que pour moi, c'est tout à fait d'actualité. Oui, et tu parlais de stabilité, mais il y a un autre sujet qu'on n'a pas vraiment approfondi lors de cette émission, c'était la précarité peut-être de certaines personnes que vous avez interviewées. Mais en fait, je veux juste vous poser une question, peut-être vraiment la dernière. On entend souvent parler des précarités quand on parle d'un public des personnes d'origine d'Afrique subsaharienne, mais on sait aussi qu'il y a tout un réseau familial d'appui qu'ils ont ces personnes auxquelles ils peuvent faire recours. Est-ce que c'est quelque chose qui est sorti un peu dans votre enquête, interview, le fait que ces personnes ne se sentaient pas vraiment dans une situation de précarité parce qu'ils avaient tout un réseau autour d'elles qui les soutenait, qui les accompagnait? On s'est rendu compte que c'est difficile de faire des généralités. En fait, il ne faudrait pas faire une catégorie des personnes migrantes. En réalité, les situations sont quand même très différentes selon justement l'entourage. Est-ce qu'on a l'entourage familial autour? Est-ce que les personnes sont au pays, en France? Est-ce qu'il y a des enfants ou pas? Est-ce qu'on a son conjoint? Le cas par cas. Oui. Oui, et puis ce qui a été ressorti aussi, c'est qu'on ne prévient pas tout le monde du fait qu'on a le VIH. Du coup, mobiliser autour de cette question reste compliqué pour toute personne confondue. Bien sûr. Et pour conclure vraiment cette partie, je veux vraiment vous poser la question. Ça vous a plu de faire ce travail, j'imagine? Ah bah oui, beaucoup, oui. C'était de tous les côtés, du côté du docteur, du côté... Très intéressant, oui. C'était très intéressant. C'était vraiment une équipe de qualité, c'était vraiment intéressant. Bon, ça va continuer avec les focus group déjà, et on ne sait jamais dans le futur s'il y aura une autre... possibilité d'études, de recherches sur ce sujet. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Joël au téléphone, qu'on salue. À la prochaine fois. Merci. Merci à vous. Et puis, comme on dit, c'est le travail de toute une vie, si je peux me permettre. En tout cas, merci en tout cas. Et puis, je serais ravi de pouvoir découvrir tout cela quand on aura la possibilité de se rencontrer loin des masques et autres. On espère. Voilà. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Joël. Merci. À bientôt. Et merci au docteur Agnès Villemont. Merci d'être venu ici en plateau. Merci à Aude Béliard et Sarah Yvonne. Je vous souhaite bon courage pour la suite des études, des recherches, des analyses que vous faites. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Merci. On continue cette émission Vivre avec les VIH. Si vous voulez réagir à tout ce que vous avez entendu, vous pouvez appeler les 01 40 40 90 25. On va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après. Someone told me long ago there's a calm
calm before the storm, and I know it's been coming for some time now. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day, and I know shining down like water. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard, and I know it's been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow, and I know it can't stop, I wonder. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Na 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 na. And oh, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Oh yeah, coming down on a sunny day. Et vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. C'est les moments des annonces du cœur et vous les connaissez bien. Vous attendez cette rubrique, je le sais. Mais ce que je vous lis à l'antenne, c'est presque rien par rapport à tous les messages que nous recevons sur notre site internet, comitédefamille.net. Il faut aller dans l'onglet annonces et là, vous pourrez vous inscrire déjà avec une adresse mail, un numéro de téléphone, si vous voulez, avec Google, Facebook, Twitter. Et après, on s'occupera de mettre en ligne votre annonce une fois qu'on l'aura validée. Aujourd'hui, je vous lis quelques messages. Je suis Alain, 50 ans, résidente en France, au centre à la recherche d'une femme européenne de 30 à 50 ans pour une relation sérieuse et durable à deux. Si vous êtes là, merci de me contacter. Et je continue. Bonjour, je suis une belle femme de 50 ans. Je ne fais pas du tout mon âge. Je suis jeune dans mon corps et dans ma tête. Je souhaiterais, à travers ce site, rencontrer un homme gentil, cultivé, sain d'esprit, ne souffrant d'aucune addiction, respectueux de femmes pour une relation amicale et plus si affinité. Merci.
Bonjour, je suis une jeune homme de 29 ans vivant au Maroc et j'aimerais avoir une relation sérieuse avec une femme et plus tard avoir une vie de couple et des enfants. Salut à tous, je me nomme Séraphine, j'ai 31 ans, je recherche une relation sérieuse qui peut aboutir avec une bonne femme sérieuse, peu importe son âge, son physique, car l'amour n'a pas de frontières et je crois en l'amour, je suis passionnée par la musique, le sport, les balades, la cuisine, j'aime beaucoup les animaux. Et je passe au dernier message pour aujourd'hui. Je suis un homme séparé depuis 2 ans, sans enfant. Je travaille dans le 91 en Île-de-France. Je souhaite trouver ma moitié pour construire ma vie de couple complice et durable. Si vous vous sentez concerné par ces objectifs et que votre âge se situe entre 40 et 50 ans, vous êtes caucasienne, alors j'attends de vous lire bientôt à travers ma boîte mail. Au plaisir de vos nouvelles. Et c'est le moment des infos de la semaine pour aujourd'hui. Je vous laisse la parole à notre Sarah. Alors, les cofondateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament analysent que le modèle de la compétition fait courir le risque d'aboutir à des vaccins médiocres. Alors, compétition effrénée pour stopper la pandémie et retourner à nos vies quotidiennes au plus vite, ou bien course folle à la rentabilité. La Chine s'est alors lancée dans la course au vaccin à un rythme de guerre. La Chine a été donc le premier pays à annoncer sa décision d'autoriser le vaccin nommé AD5-nCoV pour un usage militaire, à peine 6 mois après l'identification du nouveau virus SARS-CoV-2. L'urgence est là, mais confondre vitesse et précipitation peut compromettre toute réponse adéquate à la pandémie. Le modèle qui s'est imposé pour répondre à la crise, celui de la compétition et de l'accélération des procédures, n'est pas le plus pertinent. Ils ne le seront que si les vaccins sont suffisamment efficaces. Pour le moment, on est encore loin de la ligne d'arrivée promise par de nombreux leaders internationaux. Cette course semble bien plus satisfaire des stratégies de domination géopolitique, des intérêts populistes et financiers des multinationales pharmaceutiques. Comme prévention TAPS est une notion essentielle pour les personnes vivant avec le VIH. Savoir que sa charge virale est indétectable et que le VIH ne se transmet pas contribue à l'estime de soi, au bien-être et à une bonne observance du traitement. Et pourtant, une étude récente publiée sur le site d'InfoEdMaps révèle qu'une personne séropositive sur 3 n'aborde pas le sujet du TAPS avec son médecin. Dans leur étude, Chinière Okoli, pharmacienne spécialiste du VIH au laboratoire Vive Healthcare, et son équipe ont interrogé un total de 2389 personnes adultes vivant avec le VIH et sous traitement antirétroviral. Parmi ces personnes, on compte 29% de femmes, 29% de personnes âgées de plus de 50 ans et 23% de personnes diagnostiquées dans les 2 années précédentes. Le questionnaire a été proposé dans 25 pays dans le monde. 2 tiers des répondants ont déclaré que leur médecin avait expliqué la notion de TAPS. Aussi, 21,1% des personnes interrogées étaient conscientes que leur traitement empêchait la transmission du VIH à d'autres personnes, mais l'avaient appris d'une autre source. Plus inquiétant encore, 12,3% de personnes n'avaient jamais entendu parler du TAPS. Les hommes gays et bisexuels avaient plus tendance à aborder le TAPS
en comparaison avec les hommes et les femmes hétérosexuels. Dans 4 pays d'Asie, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, seulement 51% des répondants avaient discuté du TASP avec leur médecin. Un constat similaire en Amérique latine avec seulement 61%. Les pays avec le meilleur taux de réponse positive à la question « Abordez-vous le TASP avec votre médecin ?» étaient la Suisse, l'Autriche et l'Australie. Il est intéressant de noter que parmi les personnes qui ne connaissaient pas le TASP, 56% avaient une charge virale indétectable, tandis que chez celles qui abordaient le sujet avec leur médecin, 77% avaient une charge virale indétectable. Sur la question parfois délicate de parler de son statut sérologique ouvertement à son entourage, il est intéressant de noter également que 20% des personnes qui ignoraient le TASP étaient à l'aise pour en parler contre 33% dans le groupe des personnes qui en parlent avec les professionnels de santé. Dans leurs conclusions, les chercheurs recommandent la mise en place d'outils concrets pour faciliter le dialogue autour du TASP. Ils préconisent également d'améliorer les connaissances du grand public à travers des campagnes de communication de santé publique. Vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH. On va faire encore une petite pause musicale. On revient tout de suite après avec une dernière info pour cette semaine. My very life today. If I don't get some shelter, oh yeah.
vous êtes à l'écoute de Vivre avec les VIH, 01 40 40 90 25 pour réagir aux choses que vous entendez dans cette émission. On va vous lire une dernière info pour cette semaine. Vas-y Sarah. L'étude ANRS Coquelicot montre la vulnérabilité des usagers de drogue russophones à Paris. Selon les résultats de la dernière étude ANRS Coquelicot publiée en août dernier dans la revue Harm Réduction Journal, les usagers de drogue russophones vivant à Paris ont un parcours et des conditions de vie chaotiques, marqués par une grande précarité. Entre les traumatismes liés au parcours migratoire, leurs addictions, la méconnaissance du français et leurs difficultés à trouver un travail, les obstacles à leur intégration sont nombreux. Pourtant, le groupe de recherche a montré qu'ils adhèrent bien aux mesures de prévention des maladies infectieuses recommandées dans les centres de prévention s'ils ont du matériel stérile à disposition. 3 chercheuses du groupe ANRS Coquelicot ont recueilli et analysé les données provenant de questionnaires et d'entretiens menés entre 2013 et 2015 auprès de 150 usagers. Elles ont ainsi pu caractériser cette population et émettre des recommandations quant à leur prise en charge sanitaire et sociale. Cette étude a pour objectif d'estimer la proportion d'usagers de drogue infectés par le VIH et le virus de l'hépatite C et de comprendre les déterminants de l'exposition aux risques infectieux. Depuis leur arrivée dans l'Hexagone, les usagers de drogue injectables sont plus conscients des risques de maladies infectieuses liées au partage de seringues. Il était à 49,9% à avoir déjà partagé une seringue dans leur pays d'origine, contre 13,9% après leur arrivée en France. Le groupe de recherche conclut cette étude en soulignant la vulnérabilité des personnes interrogées, plus précaires que les autres UDI et ayant de faibles perspectives d'intégration socio-économique. Devant la bonne adhésion aux messages de prévention, les auteurs formulent 2 recommandations. La nécessité de consolider en France l'accès aux soins de santé, mais aussi aux aides sociales pour les UDI russophones, en faisant appel à des traducteurs et en prenant en compte leurs spécificités culturelles. La seconde recommandation est d'encourager l'évolution des politiques très répressives contre les usagers de drogue dans les pays d'origine vers une approche de santé publique centrée sur la prévention, le traitement et la réduction des risques. Voilà, et tous ces articles se retrouveront bien évidemment sur notre site internet. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui Vivre avec les VIH. Pour écouter les podcasts de cette émission, aussi pour retrouver les anciennes émissions, je vous rappelle qu'en début d'émission, on a parlé de vieillissement, vivre avec les VIH, et vous retrouverez sur notre site toute une série d'émissions dédiées à ce sujet. Bon, les sites, vous les connaissez, www.comitedesfamilles.net. Merci à Sarah d'être été avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je te souhaite une belle semaine. Merci à toi aussi. Et la même chose à tous nos auditeurs, aux personnes que nous écoutent par les podcasts, par les radios, ici à Paris, ailleurs en France. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.